Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On en a l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pour parler du TFC. Aujourd'hui, on a encore une belle équipe avec nous puisqu'on attaque. On a les violets.com qui sont là avec JB. Comment ça va, JB? Salut à tous, grosse émission, donc ça fait plaisir de vous retrouver comme tous les samedis. On a bien entendu la feuille de match avec Vincent, Mehdi et Nathan. Comment ça va, les gars? Ça va, nickel, hein. Salut, ça va? Beau maillot, Nathan, hein. Bon anniversaire, hein. En défense, on a la liste, bien sûr, avec Yves. Comment ça va, Yves? Écoute, ça va, très bien. Messieurs, le programme d'aujourd'hui, il est chargé. Encore une fois, on va faire encore parler un peu du rachat de Redbird, des futures rumeurs, mercato, staff. On a pas mal d'infos. Enfin, JB a pas mal d'infos. On parlait aussi de la rencontre entre le maire et Redbird, du Conseil d'État. Bien sûr, 17h20, notre premier invité avec Jean Rességuier de RMC qui va venir nous parler du TFC. Et l'ancien capitaine du TEF, Daniel Congré, sera avec nous vers 17h50 à peu près. Enfin, vous en avez l'habitude. Donc voilà pour le programme, messieurs. On va lancer cette 71e émission avec encore de beaux invités aujourd'hui. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! On commence bien sûr cette émission avec notre petite news. On va parler des petites rumeurs suite au rachat. Ça travaille dur dans les locaux du stadium, tout simplement. Est-ce que JB, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je vous ai fait une petite compilation parce qu'on a quand même eu une grosse semaine au niveau des informations. Alors, la première chose, donc Damien Comolli est toujours en train de travailler et c'est lui qui prend désormais la main sur tous les dossiers. Attends, JB, je te coupe, désolé. Oula. On a oublié Manuel. On a le premier invité de l'émission. Donc, on a le premier invité. Accueillez-le. Désolé, c'est ma responsabilité, les gars. C'est moi qui gère le truc pour la première fois. Je l'avais oublié. Donc, bienvenue Emmanuel, le premier invité. Désolé. Donc, je disais, Damien Comolli, il est en train d'expliquer à tout l'entourage du club, les agents, les entourages, les salariés, que c'est lui qui va désormais prendre la main sur tout. Ça confirme un petit peu aussi, j'ai eu des confirmations comme ce qu'on avait dit un peu plus tôt dans les anciennes émissions. Il y aura la nomination à terme d'un directeur sportif et d'un directeur de la cellule de recrutement. Et on peut s'avancer pour dire que tous les cadres immuables du club, vous les connaissez, on ne va pas les citer, mais vous les connaissez, les Jean-François Soucas et Dominique Arribagé ne seront plus au club dans les prochains jours. Dans les prochains jours. En tout cas, une fois que la vente sera actée, ce n'est pas tout de suite imminent, mais en tout cas, dès que la vente sera actée, ils n'auront plus de poids au sein du TFC. On fera un article sur le site lesviolets.com très prochainement, dans la soirée probablement, pour en parler. Ensuite, le deuxième gros projet, c'est le coach, puisqu'on est déjà le 6 juin. La volonté du club est éventuellement de reprendre la dernière semaine de juin ou toute première semaine de juillet les entraînements. Donc, le coach, ça ne m'étonnerait pas que la semaine prochaine, il soit nommé. On s'était quitté avec Bernard Blacard la semaine dernière en tant que manager général. Il a bel et bien quand même été dans la shortlist du TFC, mais c'est compliqué parce qu'il a un contrat avec Nîmes jusqu'en 2023. Donc, pour l'instant, Bernard Blacard, ce n'est pas trop la priorité et ça pourrait ne pas se faire. En revanche, Réginald Rey, ça fait depuis une dizaine de jours qu'il est en contact avancé avec le TFC pour le poste d'entraîneur. Réginald Rey, c'est un ancien de Bastia, c'est un ancien de Valenciennes. Il a fait un match au Mans avant le coronavirus et puis il est parti du Mans, donc il est libre de tout contrat et il est en contact très avancé avec le TFC. Certains même expliquent dans l'entourage du club qui serait devant Patrice Garande. Patrice Garande qui est bel et bien, qui a été proposé au TFC, qui est bien et bien en discussion, mais pour l'instant, c'est que des discussions. Il n'y a rien de très concret pour l'instant avec le TFC, enfin concret en tout cas, rien de très avancé et il sera, voilà, en tout cas, il est venu à Toulouse rencontrer Damien Comolli. On verra dans les prochaines heures et prochains jours si c'est Patrice Garande, mais en tout cas, il a le profil puisque la volonté de Damien Comolli, c'est de nommer un entraîneur qui a connu la montée Ligue 2, Ligue 1. Ça n'a pas fait Réginald Rey, JB. Comment ? Ce qui n'est pas le cas de Réginald Rey et pourtant qui serait de l'avant-garde.
Exactement. En revanche, par exemple, il y a Jocelyn Gourvenec qui a connu la montée, Ligue 2, Ligue 1, qui a été sondé par le TFC et qui a refusé le club. Donc, on a fait un article. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont connu la montée Ligue 2, Ligue 1 quand on enlève ceux qui sont déjà en poste, ceux qui sont à la retraite. Donc, Réginald Doré n'a pas connu la montée, mais en tout cas, il fait partie de la très, très short list de Damien Comolli pour être le futur entraîneur du TFC. Malgré tout, il y a aussi des départs du côté des joueurs qui ont été plus ou moins actés, officialisés. L'info du jour, c'est Mathieu De Séville. Mathieu De Séville qui avait déjà négocié avant même le coronavirus. En fait, si vous voulez, Mathieu De Séville, il avait signé 2 ans. Donc, il est arrivé en 2018 au TFC, il avait signé 2 ans, mais il avait une année en option. Donc, normalement, il aurait dû être en contrat jusqu'en 2021. Il a renégocié avec le club pour arrêter cette option. Et donc, je vous confirme que Mathieu De Séville est en fin de contrat et il partira librement du TFC, sauf s'il prolonge, mais ce n'est pas la volonté du club et ce n'est pas la volonté du joueur. Il a été proposé dans plein de clubs de Ligue 1, à l'étranger. Et le but, je pense, du joueur je ne sais pas quel âge il a, mais il a 33 ou 34. 33, ouais. 32. C'est d'avoir un dernier contrat juteux, donc départ de Mathieu De Séville qui est acté. Départ aussi de Baptiste René, c'est Manu Longeon qui est très bien informé et qui a confirmé une rencontre avec Damien Comolli. Et Damien Comolli ne souhaite pas le conserver, donc on se dirige aussi vers un départ de Baptiste René qui est notamment cité du côté de Nîmes et de Guingamp. Départ aussi, ça on en avait parlé sur le site de Issa Gassila. Issa Gassila, c'est la volonté, c'est de partir. Négociation très avancée avec le Racing Club de Lens. Corentin Jean, ça c'est officiel. Enfin, c'est officiel. Ce sera normalement officiel lundi puisque l'ouverture du mercato c'est le lundi. Lens a levé l'option d'achat, 1 million d'euros pour le TFC. Max Alain Gradel, là aussi il y avait un accord avec Olivier Sadran. Il partira. Il a été sondé du côté de Lens. A priori, Lens, ça n'ira pas plus loin pour lui pour l'instant. On se dirigerait plutôt vers un départ soit MLS, soit Pays du Golfe pour Max Alain Gradel et ça ne rapportera pas grand-chose au TFC. Quand je dis pas grand-chose, c'est soit gratuit, soit pas plus d'1 million d'euros. Eftimios Koulouris explique à certains de ses proches qu'il est sur le départ, voilà, qu'il cherche en tout cas un autre club et pas forcément de rester au TFC en Ligue 2. Et toujours sur les départs, je termine avec 2 joueurs. On a cité Bafodé Diakité du côté de Lille. Je vous confirme que Lille connaît bien le joueur. Aucune discussion actuellement entre le TFC et Bafodé Diakité. On va y revenir pour Bafodé Diakité et tous les autres jeunes. Et Ibrahim Sangari, il a un accord avec Olivier Sadran. La vente ne sera pas gérée par Damien Comolli, mais par Olivier Sadran. Donc, c'est vraiment un dossier qui est géré par Sadran de bout en bout. Alors après, Sangari, il a une belle cote en Angleterre. L'Angleterre qui va reprendre le championnat, donc on risque d'avoir un mercato un peu décalé. Donc, pas sûr qu'Ibrahim Sangari parte tout de suite. Il faudra voir en fonction des prétendants, mais je pense que le dossier Sangari peut être un des gros dossiers du TFC parce que c'est la valeur marchande la plus forte pour le TFC sur ce mercato d'été et je pense qu'Olivier Sadran espère récupérer plus de 10 millions d'euros sur ce joueur. Au niveau des arrivées, il y a Denis Anco aussi qui a été cité du côté de Rennes. Denis Anco, il ne restera pas coach au TFC. Peut-être qu'il y aura une porte de sortie pour lui au TEF en tant que retour directeur du centre de recrutement. Pas de recrutement, du centre de formation. Il y a la Dépêche du Midi qui a parlé de lui du côté de Rennes. Pas de confirmation, mais c'est une belle possibilité effectivement qu'il y ait un intérêt réel du Stade Rennais pour Denis Anco. JB précise à la formation, parce que sinon, il y en a qui vont voir que c'est Zanko qui remplace Stéphane à Rennes, quoi. Pas du tout, effectivement. C'est directeur du centre de formation du côté de Rennes. Tu fais bien de le préciser. Et enfin, du côté des arrivées, Renaud Coad, mais ça, on en avait parlé sur l'émission depuis 3 semaines, il a bel et bien été proposé au TFC. Ça discute. Lucas Zidane, qui a été annoncé. Selon ce que j'ai entendu, pour l'instant, pas du tout d'intérêt du TFC pour Lucas Zidane au poste de gardien de but. Il y a aussi, je voulais juste le dire parce que j'ai passé le coup de téléphone juste avant, il y a une rumeur qui a été mise sur Twitter d'un défenseur de Béziers, 18 ans, qui s'appelle Tristan Krama. Aucun intérêt du TFC pour lui, donc les tweetos qui nous suivent, on peut pour l'instant abandonner. Il y a eu aussi une rumeur Gilles Grimandi pour le poste de directeur sportif au niveau du TFC. Impossible d'imaginer Comolli et Grimandi ensemble au TFC. Grimandi, il allait venir au TFC si c'était le projet de Tianli et Gauthier Gannet qui avait été choisi. Je pense qu'on a fait tout le tour pour l'effectif. Je vous confirme aussi que Damien Comolli a pour objectif prioritaire de conserver les jeunes. Je lui connais Bafodé Diakité, Amin Adli, Adil Taoui et j'en oublie un, Mathieu Goncalves.
Donc, ces 5, et peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, ces 5-là qui ont connu déjà la Ligue 1 cette saison de façon plus ou moins régulière, sont vraiment appelés à rester au TFC, sauf offre exceptionnelle. C'est sûr que si un des 5, il y a un club anglais qui pose 10, 15, 20 millions d'euros sur lui, là, forcément, c'est beaucoup d'argent, donc possible départ. Voilà, si vous avez des questions, je pense avoir été assez complet sur le sujet. Ça fait quand même beaucoup d'infos. Ouais. Merci JB. On va essayer de revenir un peu sur les plus brûlantes, j'ai envie de dire, celles qui vont peut-être le plus nous intéresser. On va commencer par le coach, comme tu avais commencé par lui. Patrice Garande, ça vous parle à vous ou pas? Mehdi, je te vois dire non, non de la tête. Ça te parle pas du tout, toi? J'ai l'impression de voir Pascal Duprat, moi, quand je vois Garande, donc non. Voilà, ça va pas plus. Non, Garande, c'est pas du tout le genre de coach que j'ai envie de voir. Voilà, on n'a pas trop côtoyé. Il était à Caen, donc on ne connaît pas tant que ça. Mais même Réginald Ray, qu'on connaît encore moins, ça m'attire presque plus, quoi. Donc voilà, après, il n'y a rien de bien clinquant quand même pour l'instant. Voilà, dans la liste qu'avait JB, hein, des entraîneurs qui ont connu la montée, il y en a un qui est de pas trop loin et qui est peut-être un poil plus sexy. Et encore, c'est pas terrible, c'est Frédéric Hans. Il n'a pas été contacté. Oui, il n'a pas été contacté. Il n'a pas été contacté. On Je ne dis pas qu'il a été contacté, je te parle de la liste de ceux qui sont montés de Ligue 2 à Ligue 1. Ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc, qui ont ce profil que recherche Damien Comolli et que recherche Damien Comolli. Donc, bon, voilà. Moi, Garande. Alors, juste pour préciser ce que tu dis, j'ai eu un message d'un rédacteur du site, Christophe, qui nous dit qu'effectivement, parce qu'il a travaillé sur le sujet, Réginald Ray, il a connu plusieurs fois la montée Ligue 2, Ligue 1, mais en tant qu'adjoint, pas en tant qu'entraîneur principal, notamment avec Montagny à Boulogne et avec Hans, justement, à Bastia. Ok. Ben écoute. National du Ligue 2, donc c'est un homme qui connaît les montées. Voilà. Le profil de Réginald Ray, quand même, il sort un peu de nulle part, j'ai envie de dire. Celui-là, personne s'y attendait vraiment, quand même. Est-ce qu'il y en a qui le connaissaient déjà avant que ça sorte, l'info Nathan? Non, j'avais pas trop entendu parler de lui. Je me suis un peu renseigné sur lui. Après, je suis assez d'accord avec Mehdi. Par exemple, le profil de Garand, moi, je serais plus pour faire des paris. Réginald Ray, ça me tenterait peut-être un peu plus. Je me dis qu'il peut avoir des idées nouvelles. Après, je me dis quand même que Garand, voilà, il connaît la Ligue 2. Pourquoi pas un projet de remonter en Ligue 1 avec lui? Il a connu bien la Ligue 2, il a formé des jeunes à Caen. Et je pense qu'il a le profil pour justement faire monter cette équipe peut-être en 1 ou 2 ans. Après, je ne vois pas un profil à long terme avec lui si jamais on retrouve l'élite. Mais ça, bon, on n'y est pas encore. Mais ouais, un Garand, ça me déplairait pas non plus. Réginald Ray, on le connaît quand même pour un truc extraordinaire. Je crois, JB, qu'il était entraîneur du Paris FC, avec qui il a fini relégable. Il décide de quitter le club parce qu'il y a des désaccords, etc. Il part à Bastia, si je ne dis pas de bêtises, et c'est l'année où Bastia descend en Ligue 2. Et donc, le Paris FC est relégué normalement en National. Et finalement, c'est Bastia donc, qui est relégué en N3, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque. Et c'est le Paris FC qui est repêché. Donc, dommage. Voilà. Il a fait 0 match, effectivement. Oui, tout à fait. Sans la win, tout ça, les gars. Après, c'est quelqu'un qui est apparemment assez offensif, etc. Peut-être contrairement à Garand. Garand prône un jeu offensif. Hein. Enfin, c'est pas le. Réginald Ray, c'est un ancien attaquant. Hein. Voilà, c'est un ancien attaquant. Et les anciens attaquants sont les entraîneurs les moins offensifs. Pascal Duprat, c'était un buteur. Tu vois. Et Garand est un ancien avant-centre aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais, Yves, on t'a pas. Enfin, Manu, pardon, vas-y. Ouais, pardon. Si on regarde froidement les résultats qu'a eu Garand à Caen, c'est pas dégueu quand même, parce que je suis pas trop fan du profil. Mais il arrive à les faire monter en 2 ans. Il échoue de quelques points la première année. Ensuite, il les fait monter. Et après, ils font 13e et 7e ensuite en Ligue 1. Ouais, puis il y avait une bonne petite attaque aussi, je crois. Il termine 6e, c'est la meilleure attaque du championnat. Je ne sais plus exactement. Mais non, ça a joué. Moi, Garand, je suis d'accord. Je rejoins un peu tout le monde sur le cas un peu qui est un peu copie de Duprat. Mais je pense peut-être qu'on peut être surpris par le personnage. Après, l'un ou l'autre, de toute façon… J'ai un avis un peu mitigé sur lui quand même. Je pense que c'est un mec qui n'a pas une vision du foot très esthétique, quoi. C'est un mec qui prône le combat à fond. Donc après, à la limite, ça peut convenir à un moment en Ligue 2 pour une option remontée. Mais je sais pas. Je trouve que pour entamer un nouveau projet, c'est un drôle de choix, quoi. Ça sent pas vraiment le renouveau. Et pour le coup, je sais pas si c'est vraiment un formateur. Parce qu'il a laissé passer pas mal de jeunes, et notamment Thomas Lemar, qui fait 2 ans à Caen, il joue peu, il n'est pas titulaire. Et après, il part à Monaco et très vite, on comprend qu'il va exploser. Mais à Caen, il n'a pas trop joué avec Garand, quoi. Ouais.
C'est un peu. Ouais, bon, écoutez, on verra bien. Bon, dans 5 minutes, on va recevoir bien sûr Jeannot Séguier à 17h20, puis 17h50, Daniel Congrès sera avec nous. Avant qu'on passe la main à Vincent, parce qu'il y a pas mal de questions sur les réseaux. Yves, on t'a toujours pas entendu sur le cas du coach. Est-ce que tu rejoins un peu l'équipe ou tu as un autre avis? Un avis Bah, tactique. écoute, le cas du coach, pour l'instant, Patrice Garande, vous avez à peu près tout dit. C'est un cas Dupraz, c'est-à-dire il faudrait savoir exactement quel est le projet de Damien Comolli avec le coach qui fait venir là. Si c'est d'avoir un mec qui va avoir la capacité de remonter immédiatement en Ligue 1, avec derrière le projet de chercher quelqu'un d'autre pour construire, machin, etc., Garande, pourquoi pas, pour monter. Après, Garande sur du long terme, ça dépend, c'est toujours pareil. Qui sera le directeur sportif? Qui va gérer tout ça au-dessus de Garande? Parce que pour moi, Garande est un entraîneur qui est fort capable de bien travailler. Par contre, je pense qu'il est incapable de gérer autre chose que juste le terrain. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on ait une vision plus précise de la cellule sportive du TEF pour vraiment pouvoir juger si Patrice Garande est un bon choix ou pas, à mon avis personnel. Ouais. Après, tu dis vrai, Yves, et comme on en parle, donc la volonté vraiment de Damien Comolli, c'est de nommer un directeur sportif, un directeur de la cellule de recrutement. Donc, il va y avoir vraiment une restructuration. Et le coach, j'ai envie de dire, ne sera que, on l'a vu au TFC, c'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière, il faut que le recrutement suive. Il va y avoir de nouvelles méthodes de recrutement. Alors, peut-être pas pour tout de suite cet été, mais vraiment, Damien Comolli, et c'est l'information qu'on peut parler aujourd'hui, c'est que Damien Comolli veut tout faire sauter au club. Il a bien compris qu'il n'y a rien qui fonctionnait et qu'il y a à peu près tout qu'il fallait refaire. C'est compliqué parce qu'en fait, il faut à la fois préparer la future saison, nommer un coach, gérer tous ceux qui sont dans l'effectif, qui veulent partir, qui veulent rester. Il faut préparer aussi tous les bureaux, les salariés. Enfin, il y a un travail qui est immense. Le coach, j'ai un peu l'impression, de toute façon, on l'a vu dans certains fonds d'investissement qui sont arrivés, on ne va pas nommer un coach aujourd'hui en Ligue 2 pour qu'il nous amène, je ne sais pas, dans 5 ans, je ne dis pas peut-être sur le toit de l'Europe, j'en sais rien, mais en tout cas vraiment en Ligue 1. Là, on est dans… Le but aussi, c'est de remonter en Ligue 1. Et une fois, tu sais, les coachs, peut-être que dans 2 ans, si on change de coach, ça ne change à personne. Peut-être qu'il est là juste pour nous faire monter en Ligue 1 et peut-être une année de plus, et puis après avoir un autre profil plus intéressant. Avant l'arrivée de Jeannot Séguier, Vincent, tu avais des réactions sur les réseaux? Oui, alors beaucoup de réactions sur le cas d'entraîneur qui divise. On a des personnes qui sont plutôt sceptiques quant aux deux noms, d'autres qui sont un peu plus emballés. Sur Garande, ce qui est mis en avant, c'est l'expérience qu'il a, puis aussi le réseau. Il pourrait pourquoi pas faire venir des joueurs vu qu'il est quand même passé par pas mal de clubs ou côtoyer différents noms. Après, il y a pas mal de gens qui disent qu'il ne faut pas non plus s'attendre à un top entraîneur en Ligue 2, que ce n'est pas non plus l'objectif, que le but est de remonter d'abord. C'est assez mitigé. Après, il y en a qui sont plutôt pour le pari, donc du côté de Ré, pourquoi pas. Mais il y a une question qui revient beaucoup sur les réseaux, c'est un nom qui revient souvent là, en commentaire, c'est le cas d'Eli Bopp, qui a déjà dit plusieurs fois qu'il était intéressé. Est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce que ça serait un bon coup pour le TEF de le faire revenir? Eli Bopp, il a travaillé avec Damien Comolli à Saint-Etienne. C'était le duo un petit peu. Je ne sais pas s'il y a des contacts. Après, Eli Bopp, ça fait longtemps qu'il n'a pas trouvé un banc 1 quand même en Ligue 1. Ça fait quand même quelques temps qu'il n'a pas coaché. Mais en tant que manager, et tu laisses le terrain à notre mec? Peut-être. Je n'ai pas cette info-là, donc je ne peux pas m'avancer. Après, est-ce que ce n'est pas le choix du cœur des supporters qui reste sur le Eli Bopp de 2006-2007? Ouais. C'est cette idée-là. Le problème, c'est qu'on reste sur cette idée d'Eli Bopp. Maintenant, Eli Bopp, c'est un commentateur sportif. Est-ce qu'il est toujours capable d'être en phase avec l'évolution du football, capable d'être en phase avec l'évolution des mentalités des joueurs? Enfin, ça fait beaucoup de questions parce que je ne sais pas depuis combien de temps il n'a pas entraîné, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Messieurs,
On a notre premier invité qui est arrivé, qu'on va accepter de suite, qui va se connecter doucement, Monsieur Jeannot Rességuier, consultant RMC, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeannot, comment ça va? Bonjour tout le monde. Donc Jeannot Rességuier, consultant et la voix foot de RMC, qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans cette émission. Première question, comment ça va, Jean? Ça va, on sort du confinement, on manque de stades, on manque de commentaires de match dans des stades avec des ambiances, mais là, il va falloir patienter, voilà, avec l'envie tout simplement aussi de partager encore une fois, et toujours, comme toujours, la passion du foot. Et je vois que vous êtes bien à fond sur la reprise du TFC. Là, je vous écoute depuis tout à l'heure là, par rapport aux différents projets qui vont être mis en place autour du sportif et l'administratif par Comolli, l'interrogation de l'entraîneur, que va-t-il se passer sur les transferts et tout, puis en plus le mercato franco-français ouvre à partir de lundi avec la décision prise par la Ligue. Donc ça, c'est intéressant de voir comment aussi les clubs de Ligue 2 et Toulouse vont réagir. Donc voilà, tout va très bien et j'espère avec beaucoup de plaisir de vous retrouver très vite sur RMC Sport à la télé et à la radio pour pouvoir partager notre passion à tous, celle du foot, quoi. On l'espère aussi, on l'espère. En parlant d'RMC et de Toulouse, si je ne me trompe pas, au début de ta carrière, tu étais le correspondant RMC à Toulouse. Donc du coup, oui, tout à fait. Le club. Il y a 5 ans, Jeannot, non? C'était il y a 4 ou 5 ans? Oh oui, même la semaine dernière, quoi. Non, ça remonte à une paire d'années. C'était en 87. Voilà, on était place Occitane. Je ne sais pas si ça vous parle. Derrière la place Saint-Georges, il y a un truc qui n'était pas très beau d'ailleurs. Je pense qu'il est toujours là. C'était du béton et des vitres. Voilà, et tout en haut, il y avait les bureaux, les studios d'RMC. Après, on a déménagé boulevard de Strasbourg. Donc voilà, Toulouse, c'est le symbole de mes débuts de journaliste. Alors, j'ai pas été comme la plupart d'entre vous dans les tribunes avec l'écharpe en train de chanter parce que j'en ai pas eu l'occasion. J'y suis allé dans des endroits un petit peu plus calmes avec des parents, avec la famille. Mais Toulouse, pour moi, ça symbolise beaucoup de choses. Voilà, c'est le début de ma carrière de journaliste. C'est des moments sympas à vivre, perchés dans l'ancienne tribune de presse sous les toits, et puis le fameux tir de Maradona sur le poteau, quoi. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qu'on n'oublie pas, quoi. Et parce qu'à l'époque, c'était la belle époque du TFC, on va dire, quand tu as commencé. Une des belles époques, ouais. Une des belles époques, parce qu'il y en a eu d'autres après. Hein. Oui. Tu suis le club grâce à tes débuts de journaliste, ou alors tu étais déjà supporter avant? Non, j'étais attentif à ce qui se passait à Toulouse, parce que c'est d'abord pour moi, et ça reste toujours, et je pense qu'il va falloir que les dirigeants en prennent un jour conscience, et peut-être que les repreneurs en prendront conscience, que Toulouse, c'est un club de la ville de Toulouse, mais c'est le club de la région. On est dans une région de rugby, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, on est dans une ville de rugby pour ce qui est de Toulouse. Mais le public, il vient, en tout cas à une époque, il venait d'un peu partout. Je pense que ça continue, mais ils n'attendent que ça, de revenir justement dans le cadre d'une politique un petit peu plus régionale et puis tenir compte un peu aussi de tout ce qui se passe autour de Toulouse et de la vie de cette région. Ça, c'est la première réflexion. Après, c'est vrai que c'est un club que j'ai suivi. Alors à l'époque, on avait, quand j'étais encore correspondant à Toulouse, sur la fin, on avait un journal qui s'appelait Feuille de match. Alors, c'est peut-être pas la même feuille de match que vous, mais c'était avec Dominique Casagrande à l'époque. C'était avec Fred Denat, des joueurs de foot, de Muret, de Blagnac, à l'époque de Balma, qui avaient fait ce journal et auquel j'ai collaboré pendant longtemps jusqu'à ce fameux dépôt de bilan de la battue Tenco. D'ailleurs, par rapport au nouvel ère TFC, on va dire, tu as déjà un peu entamé sur le rachat. Ton point de vue, toi, par rapport à tout ça, par rapport à l'arrivée de Redbird, tu en penses quoi? J'attends de voir, parce que de toute façon, les investisseurs étrangers dans le football français, c'est devenu non pas une mode, mais presque à la limite, j'ai envie de dire une tradition. Parce que les gens commencent à investir un peu plus dans le football français. Alors, on va voir comment ça va se passer par rapport à l'exemple voisin de Bordeaux, où on se rend compte que c'est pas simple, c'est pas évident de gérer à distance. Quand on voit ce qui se passe aussi avec
avec Marseille pour ne parler que des investisseurs américains. Après, je pense que de toute façon, le club avait besoin de changer d'air. Je pense qu'Olivier Sadran est arrivé au bout, même s'il va rester en tant qu'actionnaire minoritaire, en espérant et en croisant les doigts pour Toulouse, pour le foot, Toulouse et la région, que ça se passera bien, que ça va se signer. Je pense qu'il fallait changer quelque chose. Ce club ronronnait. Il est revenu du diable au vert, une expression bien du Sud, parce qu'à l'époque, il fallait quand même aller récupérer ce club en national. Il y a eu cette montée directe en Ligue 2, puis cette montée directe en Ligue 1. Il s'est passé des choses. J'ai encore en mémoire ce commentaire de match entre Toulouse et Bordeaux avec le triplé d'Elmander et à la fin la musique de la Ligue des Champions. Donc voilà, il y a eu des moments sympas, mais il y a eu des moments beaucoup moins sympas et surtout une accumulation sur les 5-6 dernières années de Scoumoun, quoi. Voilà, de MAF, de se dire que il y a eu ce coup de patte de Bodiger qui a fait que le club s'est sauvé, mais si on fait le bilan, petit à petit, ça a dégringolé, et puis là, même au-delà du Covid, et là, il se retrouve en Ligue 2, parce que honnêtement, je veux bien croire en des remontées, on l'a vécu avec Pascal Desprats, mais c'est simplement le fait de se dire, est-ce que vraiment ils étaient capables de le faire? Moi, je pense que non. Donc aujourd'hui, ils sont en Ligue 2. Même s'il y a cette histoire de recours devant le Conseil d'État, ils sont en Ligue 2 et il faut qu'ils préparent cette saison en Ligue 2 en pensant aussi à une remontée en Ligue 1 parce qu'on a envie de revoir le TFC en Ligue 1 avec peut-être une ambition différente. Mais je crois qu'il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas s'enflammer. Ce qui est sûr, c'est que Comolli est quelqu'un de très sérieux, de travailleur, de bosseur. Je sais pour avoir eu quelques infos avec des coups de fil de ci, de là, avec des gens en interne. Il a commencé son audit, il a bien avancé au niveau sportif, notamment au niveau de la gestion, de l'organigramme. Et quand il s'est présenté devant les éducateurs, les responsables de secteurs de jeunes dans la préformation et la formation, il savait déjà à qui s'adresser. Donc voilà, ça c'est déjà l'exemple type de quelqu'un qui connaît bien le club déjà et qui sait où il met les pieds. Après on va voir comment ça va se passer. Il y a quand même une saison en Ligue 2 à gérer et ça ne sera pas simple avant d'espérer autre chose dans un club un peu plus ambitieux en Ligue 1 après plus tard. Mais d'abord, il va falloir remonter en Ligue 1. Est-ce que tu penses d'ailleurs que le TEF sera parmi les favoris pour la remontée directement ou ils vont peut-être galérer encore un peu? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont bénéficier quand même d'un budget intéressant. Déjà, un budget avec les droits télé. Puisque vous savez a priori, il sera de 30 millions d'euros le budget à peu près. Tu parles du budget, toi. Oui, mais par contre, budget droit télé, il va être autour de 22 millions d'euros parce que la manne financière qui est donnée à un club de Ligue 1 quand il descend en Ligue 2, elle était de 500 000 euros. Elle est multipliée par 3 par année de présence en Ligue 1. Voilà, et Toulouse va toucher là entre 15 et 17 millions d'euros de parachute descente. Voilà, de parachute de descente, auquel on rajoute 5 millions d'euros de droits télé pour la Ligue 2. Donc ça va être quand même énorme et je peux vous dire que certains présidents de clubs de Ligue 2 ont un peu râlé de voir de quelle manière ça avait été mis en place. Mais bon, tant mieux pour Toulouse, c'est bien. Donc ça va permettre déjà d'investir correctement au niveau de la Ligue 2, que ce soit des joueurs ou que ce soit de l'entraîneur. Mais il va falloir quand même, avant toute chose, avoir des joueurs et un staff de caractère, quoi, parce que c'est un piège, la Ligue 2, un piège permanent, quoi. Vincent, tu avais deux petites questions pour Jean des internautes. On vous rappelle que Jean Rossegui est avec nous et du coup tu es en direct sur lesviolets.com, donc on a quelques questions pour toi des internautes. Oui, il y a quelques questions sur Facebook. Il y a Mathieu qui te demande si c'est pas trop dur de se faire chambrer par tes collègues à RMC sur le TFC. Non, ça me fait sourire parce que de toute façon, je l'assume tout à fait normalement et je l'assume moi en ce qui me concerne depuis très longtemps. D'autres ont eu du mal à reconnaître qu'ils étaient supporters de certains clubs, voilà. Et moi, je l'assume, il n'y a pas de souci. Je me rappelle qu'en national, j'étais venu voir des matchs dans un stade qui était un peu particulier parce qu'il était vide, mais parce que tout n'était pas ouvert. Voilà, d'avoir connu ce club à des bons moments et à des moins bons. Voilà, alors que d'autres se sont un peu excités sur leur club d'origine qu'à partir du moment où ils se sont retrouvés en Ligue 1 ou en haut de l'affiche. Donc voilà, non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, je l'assume complètement. Il y avait une deuxième question plus sur l'actualité du TFC. C'est qui tu verrais comme entraîneur pour ce nouveau TFC en Ligue 2? Alors, mouille-toi.
Alors, par rapport aux deux noms qui sont cités, en tout cas pour ce qui est de Ray et de Garand, c'est deux profils différents, même si c'est deux anciens attaquants, mais c'est deux joueurs et qui sont devenus entraîneurs avec une envie de jeu. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, Garand a le profil de celui qui est monté de Ligue 2 en Ligue 1 avec le Stade Malherbe. Ray, il sort d'une expérience un peu compliquée avec Valenciennes. Il a fait qu'un seul match sur le banc avec Le Mans. Donc bon, déjà sur ces deux-là, de toute façon, si ces deux-là ont été approchés et si Comolli a discuté avec eux, c'est qu'il sait où il met les pieds et que ce sont vraiment des entraîneurs intéressants. Alors, j'entendais tout à l'heure certains qui avaient du mal avec Garand, je crois que c'est Mehdi, par rapport à Duprat. Mais bon, Duprat, ça reste quand même quelqu'un qui a un vrai tempérament, un vrai caractère et qui peut amener son équipe. Mais c'est peut-être sur un coup ponctuel comme il l'a fait à Toulouse. Et derrière, ça a été plus compliqué. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est quelqu'un qui amène un groupe. Et j'espère que ce groupe-là aura quand même une connotation assez jeune. Et parce qu'il y a quand même des bons jeunes à Toulouse. Et ils l'ont prouvé notamment la saison dernière ou celle d'avant. Et qu'on va réussir à les encadrer avec des joueurs avec un peu plus de métier. Donc, vous sortir comme ça du chapeau un coach, c'est pas une question. C'est pas que j'ai pas envie de me mouiller, mais je vois pas là comme ça sur l'instant. À part les noms qui ont été évoqués, et Garand, moi, ça me plaît plutôt bien. Voilà, dans le cadre d'une remontée et d'un objectif qui va être fixé et avec l'envie que cet objectif soit atteint. Quoi. Voilà. Jeannot, tu fais les gros matchs d'RMC, donc malheureusement, les matchs du TFC ces dernières années, tu n'en as pas beaucoup commenté. C'est peut-être ce qui te manque d'ailleurs dans ta carrière un petit peu en ce moment. Parce que Jeannot, il fait le tour de l'Europe, il fait l'équipe de France, mais le TFC, bon, le TFC Angers du samedi soir, c'est pas ça, c'est pas pour lui. Mais quel est là comme ça tes meilleurs souvenirs sur RMC au micro de matchs du TFC? Ah ben déjà il y a le côté Monaco, victoire sur Monaco et Paris avec Duprat parce que au Stadium, parce que là j'y étais. Bon, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que là je m'étais bien fait chambrer, j'avais fait preuve d'un réel chauvinisme pour le TFC avec la victoire, surtout face aux voisins bordelais. Et le 3-0 avec Elmander, et puis le fait que, voilà, même s'il y a eu des circonstances particulières avec l'histoire de l'envahissement du terrain à Nantes, avec Rennes qui se fait avoir, enfin bon, bref, Toulouse a arrivé au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ça fait partie des bons souvenirs. Après, il y a des victoires comme ça, une victoire sur Lyon où je les avais trouvés plutôt séduisants à l'époque d'Eli Bop. Voilà, il y a eu des moments forts. Je sais que mon premier match que j'ai commenté en 87, c'était la plus grosse purge que j'avais jamais commentée de ma vie. D'abord, c'était le premier, mais rétrospectivement, c'était un 0-0 contre Lille. Le seul que j'ai retrouvé comme ça, c'était à Bordeaux, un Bordeaux-Rennes en fin décembre. Donc, oui, quand je suis venu, j'ai malheureusement rarement vu Toulouse gagner. Je les ai vus gagner, mais plus souvent, et le dernier match était Paris, avec la victoire du PSG, alors qu'ils avaient fait une superbe première période et où ils avaient bousculé les Parisiens en produisant du jeu et en amenant quelque chose. Donc voilà, des bons souvenirs à Toulouse, j'en ai, mais j'ai des souvenirs et des émotions particulières quand je reviens au Stadium. Quand on me dit le Stadium, c'est un stade où ça ne vit pas, c'est un stade où il n'y a personne. OK, même s'il n'y a que 14 000 spectateurs, et dans les 14 000 spectateurs, s'il y en a 6-7 000 qui font du bruit, et c'est le cas avec les Indians et ce qui se passe autour de certains clubs de supporters, même si parfois ce ne sont que des poignées de supporters dans le stade, respectons-les. Voilà, respectons quand même le fait qu'il y a un public et des supporters à Toulouse, et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Et je pense, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que si on associe une image beaucoup plus régionale à ce club, peut-être que ça va attirer encore plus les gens vers le Stadium, qui est un stade magnifique. Et j'ai des souvenirs, moi, de Marsico, le côté argentin de Marsico, ça remplissait les tribunes. Méric Rimo, ça remplissait les tribunes. Voilà, travaillons autour de ça. Il y a une vraie histoire communautaire autour de Toulouse. Il y a une vraie histoire. Et quand je me rappelle des débuts d'Abdenour au TFC, c'était génial, quoi, parce qu'il y avait des gens qui étaient revenus au stade et qui n'avaient plus foutu les pieds au Stadium depuis des lustres, quoi. Donc, réfléchissons peut-être à ça aussi, parce que ça fait partie de la culture toulousaine et de sa région. Vas-y, Yves. Ah, Yves bug. Bon. Il a une petite anecdote pour toi, Jean, on va la récupérer. Et Yves, il est là ou pas, ou j'enchaîne?
Ouais, je suis revenu. Ça Salut, bug un Yves. peu. Il fait pas très beau. Jeannot, moi j'avais une petite anecdote, c'est que les supporters du TFC, tu parlais des Indians tout à l'heure, les Indians se souviennent surtout de Jeannot parce que ça a quand même été le photographe officiel de la photo des Indians pour le match des 25 ans en fait, où on se retrouve sur la pelouse Exact, personne pour faire la photo en dehors du groupe et c'est Jeannot qui était dans le coin, qui est descendu et qui est venu faire la photo, ce qui était super sympa de ta part et un très très bon souvenir pour tous les supporters présents ce jour-là. Bah, comme quoi, tu vois, Yves, je me fais chambrer parce que je suis toujours le premier dans un stade, mais au moins ça sert à quelque chose, quoi. Voilà. Ça ne sert pas qu'à vérifier que les enfants sont bons, quoi, tu vois. Quels sont tes joueurs chouchous, Jean, dans toute l'histoire du TFC, que pas forcément, voilà, des joueurs qui t'ont marqué, toi personnellement, pas forcément les meilleurs, mais peut-être avec lesquels tu avais une relation particulière qui t'a fait vibrer. Ah, au-delà de vibrer, des relations, des relations humaines. Bon, Lolo Batles, voilà, quand il démarre au TEF, bon, Marsico, parce qu'en plus la pizzeria où il allait, elle était juste en face de nos bureaux. Donc, ce qui veut dire qu'après les matchs, on s'est souvent croisés à manger une pizza pas très loin l'un de l'autre. Donc, bon, Marsico, ça reste quand même un joueur incontournable du TFC. Après, des gars avec qui j'ai eu de l'affection, c'est Despérou, c'est Delpech, c'est cette époque-là, Jeff Soukas, quand il était joueur, ne fait pas cette tête, JB, mais il a été joueur. Donc voilà, on a des bons souvenirs avec ces joueurs-là. C'est plutôt cette époque-là, avec Rémi Lauré aussi, avec Dominique Arribagé. C'est des gars avec qui j'avais des relations particulières. Après, mon chouchou, c'était Vaclav Nemeček, quoi, parce que d'abord, c'était un type, chaque fois qu'on pouvait l'interviewer, il nous faisait mourir de rire parce qu'on comprenait un mot sur trois, mais il faisait tellement l'effort de vouloir nous parler français. Et puis, la belle histoire autour du TEF, et parce que ma ville, c'est Montauban et que j'ai participé un peu aussi à une époque à la construction du club de Montauban où on a failli aller en national. Avant qu'il n'aille à la Belge, il est passé par Montauban, Vagiz Kiliatouline. Et c'est vrai que lui, ça a été quand même un moment assez particulier d'un gars qui plus est, qui se repérait à l'époque de la Coupe d'Europe, du Spartak, donc dans des conditions un peu spéciales. Et après, celui que je vais mettre un peu à part, c'est Gérald Passy, quoi. Voilà, avec qui j'avais de très bonnes relations. Et d'autant plus qu'à l'époque où j'étais à Toulouse, j'allais faire ensuite des remplacements à Monaco, parce qu'on n'était pas à Paris, le service des sports était à Monaco. Et c'est tombé le moment où Gérald Passy avait signé là-bas. Et pour l'anecdote, il avait une Golf GTI rouge, magnifique. J'avais une Golf pas GTI, un peu plus cabossée, avec pas du tout le même style de Golf. Et je me suis fait arrêter une fois parce qu'ils avaient cru que j'avais taqué la bagnole. Et pourtant, c'était pas du tout la même, hein, mais pas du tout. Je profite de ta présence aussi en tant qu'homme de médias et journaliste pour évoquer un sujet qui revient quand même assez régulièrement avec le TFC, pour revenir un petit peu au TFC des temps modernes, un TFC récent. Oui, parce que je vais passer pour un vieux con, sinon, vas-y. Revenons aux années 2000, 2015, même 2020. Le TFC est vachement critiqué pour sa communication auprès des supporters, mais aussi auprès de la presse. Un de tes collègues, Jeannot, je me souviens, Mohamed Bouafsi, l'avait dit à l'antenne lorsqu'il y avait eu la vente du club que Olivier Sadran, par exemple, n'acceptait jamais d'interview, et notamment pour ça marcherait pour tous les médias. Toi, en tant que personne qui est derrière du côté du micro, pas forcément du côté du club, est-ce que c'est le cas dans plus en plus de clubs? Est-ce que le TFC reste quand même un cas à part? Et est-ce que tu crois qu'avec Damien Comolli, que tu connais, parce que Damien Comolli, il faut aussi rappeler qu'il a travaillé pour RMC et parfois ça change aussi les relations avec les médias. Pascal Duprat, il a été homme de médias après avoir été entraîneur, puis il est redevenu entraîneur et ça a joué aussi. Est-ce que tu penses qu'avec Damien Comolli, les choses peuvent changer? J'espère. Après, c'est quelqu'un de très discret, hein. Moi, je l'ai côtoyé, on était ensemble sur la finale à Bakou de la Ligue Europa, puisqu'il avait voyagé avec nous, et aussi à Madrid pour la finale de Ligue des Champions l'an dernier. Mais c'est un vrai passionné, déjà, ça c'est sûr. C'est un bosseur, je le disais tout à l'heure, mais c'est quelqu'un de très discret. Et je peux vous dire que chez nous, il y en a qui le connaissent encore mieux que moi, qui l'ont approché.
et qui l'ont gavé de messages pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il allait faire. Rien. Il n'a rien lâché et je pense qu'il lâchera rien jusqu'au dernier moment, surtout tant que ça n'a pas été signé la vente. Après, Olivier Sadran, je ne sais pas, souvenez-vous, au tout début, on l'entendait beaucoup. Son surnom, c'était le Petit Aulas. Oui. On le comparait à Jean-Michel Aulas quand il est arrivé, mais je pense qu'il a aimé ça. Il a aimé le fait de, je le mets entre guillemets, mais ça fait partie un peu de son job aussi, de vendre le club, de vendre le TFC. Et je trouve qu'il a plutôt bien vendu au début, en essayant d'amener cet esprit famille, le côté festif, le côté fête foraine qu'il y avait autour du stadium, quand il a investi aussi avec la bodega à l'opposé de la tribune présidentielle, la sortie du tunnel des joueurs. Donc, à cette époque-là, il avait envie de parler. Et comme c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui fasse des coups fourrés. Et je pense qu'il n'a pas aimé certaines relations avec certains journalistes qui ont peu déformé ses propos, et notamment dans la presse écrite, sans viser personne, hein, mais sur l'approche de la relation entre le journaliste et le président. Après, à la radio, oui, il était plutôt. Il venait à une époque. Moi, je me rappelle qu'à l'époque de l'Arc-Foot, jusqu'à 2012, on l'avait souvent avec nous. Il était venu également chez Louis. Bon, et après, il s'est renfermé. Il s'est renfermé parce que aussi quelque part, il a essayé de mettre en place une structure qui puisse gérer le club et que lui arrive de temps en temps à donner son avis, donner son point de vue parce qu'il est le boss, parce qu'il est le patron. Et puis parce qu'à côté, il avait quand même des affaires à faire. Il avait une boîte à gérer et c'est pas une boîte avec très peu de salariés. Hein. C'est plutôt énorme, c'est mondial. Donc ça veut dire quelque part que à partir de ce moment-là, il a peut-être pensé que tout allait se mettre sur les rails et que tout allait bien se passer. Et je pense que le virage, il est après la 3e place et le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Qu'à partir de ce moment-là, il se passe un truc avec Eli Bopp, alors qu'aujourd'hui, ils sont redevenus les meilleurs amis du monde. Avec Casanova, l'appeler, le rappeler, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Et là, il a fait peut-être des erreurs. Après, je sais pas, c'est simple à dire de là où je me trouve, c'est pas simple à faire, en tout cas, quand on est sur place. Moi, je n'ai connu qu'en tant que dirigeant le milieu amateur, et je peux vous dire que déjà, c'est une tannée. Et quand je vois comment ça a évolué aujourd'hui, ça serait vraiment compliqué de revenir là-dedans en tant que dirigeant bénévole. C'est un truc de dingue. Donc aujourd'hui, dirigeant, salarié ou président propriétaire d'un club, ce qui est le cas de Sadran, pas simple. Donc du coup, aujourd'hui, c'est renfermé. Et oui, il parle moins. Oui, il parle même quasiment plus. Même s'il continue à avoir des relations avec certains journalistes et qu'il arrive parfois qu'il décide de faire des conférences de presse. Mais je pense que là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la fin d'une ère, c'est la fin d'une histoire. À la fin d'une histoire où peut-être qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas le football qu'il avait envie de porter à Toulouse, que c'était autre chose qu'il attendait. Je suis long, hein, je raccourcis. Est-ce que tu trouves justement que le TFC, parce que nous, on est focus TFC, mais on est parfois critique, à juste ou à tort, mais est-ce que tu trouves que le TFC dans la communication est un peu un cas à part en France, ou alors est-ce qu'il y a des clubs qui sont autant renfermés sur eux-mêmes que le TEF ? Non, c'est pas un cas à part. C'est que quand tu te rends compte dans les médias, tout tourne autour des gros clubs. Qu'est-ce qui fait l'audience ? Qu'est-ce qui fait les clics ? Qu'est-ce qui fait Mais oui, non, mais c'est la vérité. Après, toi, c'est plus ciblé parce que c'est Toulouse pour lesviolets.com. Mais dans la globalité, c'est Paris, c'est Marseille, c'est Lyon, un peu Saint-Etienne. On va voir comment ça va se passer avec le retour de Lens en Ligue 1 parce qu'il y a tout ce côté populaire qui traîne derrière. Donc, Toulouse est moins médiatisé. Mais Toulouse a toujours été moins médiatisé, mais comme d'autres clubs, comme ça a existé et ça existe encore aujourd'hui dans d'autres clubs. Moi, je trouve que dans la communication, vous êtes un peu dur, tu es un peu dur, JB, parce qu'on a souvent mis en avant notamment le côté réseaux sociaux, le côté community manager, ce qu'ils arrivaient à faire et à mettre en place. C'était une manière très habile de faire parler du TFC. Et ça, c'est bien aussi. Parce que d'un club de football, tu fais parler de toi quand tu as des bons résultats. Tu fais parler de toi quand tu as un très bon joueur, quand tu as deux bons joueurs, quand tu as un bon entraîneur ou quand tu as un entraîneur atypique. Comme c'était le cas, le dernier cas de figure qui nous revient à l'esprit, c'est Pascal Duprat. C'est lui qui avait apporté justement ce côté médiatique. Donc, j'invente rien quand je dis qu'aujourd'hui, le club va devoir se reconstruire dans sa globalité. Du bas de l'échelle, des tout petits de la préformation
jusqu'au pro, quoi. Parce que il y a une locomotive, c'est l'équipe professionnelle. Elle n'est plus en Ligue 1, elle est en Ligue 2. Mais c'est une locomotive qui peut encore, à mon avis, réveiller beaucoup de choses autour de ce club. Mais Jeannot, quand tu disais, tu vois, le côté community manager, etc., oui, effectivement, ça a très bien marché au TFC. Moi, je le lis à l'époque où il y avait une personne à la com qui s'appelait Géraldine Courtex, qui était très, très bonne et qui assurait gravement. Et on a payé son départ parce qu'en fait, on avait un temps d'avance sur tout le monde au moment où elle était là, quand ils ont attaqué cette com décalée. Sauf qu'après, tout le monde a compris que ça fonctionnait. Tout le monde s'est mis à faire la même chose. Et nous, on n'a pas su se renouveler. Et en fait, comme ça ne se renouvelait pas, on a un peu tourné en rond et les gens s'en sont lassés et on a perdu les gens. Alors qu'on avait vraiment, au moment justement où ce com décalé a démarré, un temps d'avance sur tout le monde. Et on avait même amené, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le TFC était le 4e club le plus suivi de France sur Twitter, ce qui était improbable parce qu'on était dans une période où les résultats étaient loin d'être faramineux. C'était mieux que les dernières années. Mais parce qu'il y avait de l'originalité. Oui. Et ça, on a justement pas su le faire perdurer. Et moi, ce que j'ai la sensation, c'est mon impression personnelle, pour avoir beaucoup travaillé avec eux en gérant des relations supporters-dirigeants, c'est que, en fait, le problème, c'est que Olivier Sadran a du mal à déléguer, garde toujours les décisions, et que les gens au club qui, lui, s'en étant éloigné, n'avaient pas forcément les bonnes références pour pouvoir gérer le club. Et que les gens au club, étant peut-être trop proches de lui, personne n'a eu la capacité ou pardon de l'expression, les couilles de lui dire non, tu fais une erreur, et on l'a laissé en fait s'enfermer dans des erreurs et on se rend compte qu'on tourne sur les mêmes erreurs depuis 5-6 ans et que on a eu de la chance, c'est qu'il y a des clubs qui ont réussi à travailler de façon encore pire que nous pendant quelques années et qu'on s'est sauvé. Et en fait, comme on ne s'est jamais remis en question, ben, cette saison, elle a juste été le point d'orgue de ce sur quoi on a eu de la chance pendant 4 ou 5 ans, quoi. Mais je te rejoins sur la communication, je te rejoins sur le fait qu'à un moment donné, peut-être qu'il n'a pas su déléguer, mais peut-être que c'est sa personnalité. Enfin, moi, je ne suis pas là pour le défendre, mais je sais que c'est un passionné et je sais qu'il aime le club et qu'il aime cette ville et qu'il aime cette région et qu'il a envie. Et c'est pour cette raison-là, pour avoir échangé avec lui par SMS, qu'il n'a pas envie. Il a envie que ça se passe bien, voilà, et qu'il faut que ça se passe bien pour lui, pour la suite, pour le club et pour montrer que quand il a été là au tout début de la reprise, il l'a pas fait pour rien, quoi, voilà. Alors oui, je comprends, mais après c'est pas facile non plus de déléguer, hein. C'est pas simple, hein. Il y a au-delà de la notion de confiance, il y a aussi l'envie que justement la façon de déléguer, de gérer une entreprise ou un club de foot, c'est d'avoir des résultats, pas que sur le terrain, mais des résultats justement avec les gens qu'on a mis en place et de montrer que tout se passe bien avec eux. Et que peut-être que par rapport à ça, il a laissé un petit peu trop filer le recrutement, la mise en place justement de la cellule de recrutement, la manière dont elle a travaillé. Et ça, avec, je pense, un gars comme Comolli qui connaît parfaitement bien le milieu du football, qui a un réseau extraordinaire, au-delà de la mise en place de la structure sportive, qui va maîtriser, mais j'entendais JB tout à l'heure en parler, oui, il est question pas d'un manager général, hein, mais plus d'un directeur sportif, où c'est très à la mode, un directeur du football, mais quelque part aussi au niveau administratif, qui est un lien entre l'administratif et le sportif. Moi, honnêtement, je pensais que ça se faisait bien avec Jeff Soukas parce qu'il connaît le terrain, il a été joueur, etc. Apparemment, ça a été beaucoup plus compliqué, mais peut-être aussi parce qu'il y avait un petit peu trop de cellules, de ci, de là, avec des rôles différents et que c'était pas simple à gérer. Il faut se mettre aussi à leur place, quoi. Après, Jeannot, juste une dernière, et pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi rappeler qu'Olivier Sadran va garder 15% dans le capital du TFC. Alors oui, c'est forcément qu'il a des intérêts probablement financiers, mais c'est aussi pour moi une sorte de gage qui croit en ce projet, parce qu'il sait que si ce que fait Redbird n'a pas d'avenir et qu'il n'y croit pas, il sait très bien que si à la première crise, les supporters et les médias, ils vont aller s'adresser à Olivier Sadran parce qu'il sera toujours au club, il aura toujours des contacts, il aura toujours des relations. Et pour moi, le fait que Sadran reste au moins minoritaire dans le club, c'est un gage de qualité. Oui, après, les supporters sont quand même des connaisseurs. Ils savent qui est Damien Comolli. Si Damien Comolli est le président délégué,
vont pas aller voir Sadra. Hein. C'est auprès de Damien Comolli qui feront savoir leur mécontentement. Mais n'allons pas trop vite, quoi. Voilà, n'allons pas trop vite et laissons les choses se mettre en place. Et après, on aura peut-être la possibilité de dire ouais, mais super, on est dedans, on y croit, voilà. Ou tiens, ça n'a peut-être pas été fait comme on l'aurait souhaité, mais je pense que quelque part, c'est une vraie. Pour moi, c'est une chance ce qui se passe à Toulouse. C'est une chance parce que les contacts remontent à l'automne dernier, parce que avant la coupure avec la pandémie, avec le Covid, les contacts ont aussi existé au-delà des 2 autres projets ou 2 ou 3 autres projets de rachat qui existaient aussi. Donc, ça veut dire quelque part qu'il y a une fidélité dans la volonté de faire. Donc, ça, c'est pour moi le plus important. Et dans un contexte avec un club qui descend en Ligue 2, imaginez, ils auraient pu très bien dire non, attendez, vous descendez en Ligue 2, ça ne nous intéresse plus, etc. Au contraire, ils veulent se servir de la Ligue 2 comme d'un tremplin pour revenir, ok, mais pour restructurer le club. Donc, ça, c'est bien, quoi. Jean, avant l'arrivée de Daniel Congré qui va arriver, qui va prendre ta place, qu'on fait des petits changements tactiques comme en plein match. Ouais, moi, beaucoup plus doué. J'ai une dernière petite question pour toi. Je veux que ça fasse un peu rapidement, entre guillemets. En tant que commentateur sportif, tu as fait pas mal de stades, même beaucoup de stades, beaucoup de matchs, beaucoup de très, très grands matchs. Je pense qu'on va te la poser souvent, mais si tu dois en sortir un seul, c'est lequel? La réponse, elle va être simple. Parce qu'il est encore présent, il n'est pas loin, il remonte à bientôt 2 ans, presque jour pour jour. C'est la finale de la Coupe du Monde 2018, quoi, de commenter la 2e étoile avec un match complètement dingue. Moi, pour l'équipe de France, j'ai commencé après la Coupe du Monde, donc j'ai enchaîné avec l'Euro. J'ai eu la chance de commenter la finale de l'Euro en 2020, où déjà là, c'était un moment assez dingue, parce que de voir les Italiens se rasseoir, excusez-moi, mais bon, ça fait quand même plaisir, surtout qu'ils étaient bien chauds et qu'ils avaient l'impression d'avoir gagné ce championnat d'Europe, et ça n'a pas été le cas, donc ça, c'était bien. Et puis après, parce que c'est l'équipe de France et que c'est particulier et que ça restera toujours particulier en moi, le fait d'avoir eu le plaisir de commenter l'équipe de France et des Coupes d'Europe et des Coupes du Monde. On a tellement traversé des années de dingue, avec une finale perdue en 2006, puis derrière 2008, une catastrophe à l'Euro, 2010, j'en parle pas, avec la grève de Naïsna, que de se dire, commenter une finale de Coupe du Monde, déjà, c'est tellement rare ce qui arrive dans une carrière de journaliste, et en plus commenter une victoire, voilà, ça c'est le vrai match, le gros match le plus important que j'ai eu le plaisir de commenter. Jean, merci, et comme tu viens de le voir, on a Daniel Congré qui vient d'arriver. Permettez-moi de le saluer. Alors, Daniel, salut. Je te jure, salut, comment ça va, Jean? Des matchs à Toulouse pour toi et à Montpellier, je te rassure, il n'y a pas de ce côté-là. Comment tu vas? Ça va? Tu es avec des passionnés. Ouais, ça va. Mais je suis comme toi, physiquement, moins affûté, c'est sûr, mais avec une grosse envie de commenter du foot et toi, certainement, de reprendre l'activité, quoi. Et de redémarrer, bien sûr. Je languis ça. Je languis ce moment. Et je fais un petit clin d'œil à un petit qui s'appelle Lucas, un jeune homme, pardon. Parce que c'est un abonné dans le virage Brice-Tâton. Et là, il est à fond. Là, il était en train de nous écouter. Donc, il m'a fait un petit clin d'œil. Donc, je le salue. Et je vous remercie pour votre accueil. Et on croise les doigts pour le TFC, que ça se passe bien et que ça remonte en Ligue 1. Quoi. En tout cas, un très grand merci à toi, Jean, d'être venu dans l'émission. Et à très, très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Salut, Daniel. Et là, le changement de tactique qui va bien, messieurs. Daniel Congré qui rentre en jeu. Comment ça va, Daniel? Salut, ça va et toi? Ça va, merci. Je vais te laisser avec Mehdi qui t'a préparé pas mal de petites questions. Donc, j'espère que tu es prêt à répondre à tout ça. Ouais, pas de souci, je suis prêt. Salut, Daniel. Salut, ça va? Ouais, ça va. Comment tu as vécu cette période-là? Cette période un petit peu compliquée? Wow, franchement, honnêtement, pas facile du tout. Il y a eu plusieurs phases, j'ai envie de dire. Il y a la première où on a annoncé ce confinement, où on était dans l'attente d'une éventuelle reprise. Donc là, on avait une préparation physique, mais c'était un peu bizarre parce qu'on se préparait, mais on ne savait pas pourquoi, ni quand. C'était un peu perturbant. Puis après, il y a eu cet arrêt cet arrêt du championnat. Du coup, ça nous a un petit peu tous perturbés.
on a été mis sous le fait accompli d'être en vacances forcées et c'était vraiment pas marrant. D'autant plus qu'aujourd'hui, on voit que certains championnats reprennent et ça fait mal au cœur un petit peu de les voir jouer eux et que nous, on les regarde à la télé, quoi. Justement, à Montpellier, la reprise, c'est prévu quand? T'es en vacances là d'ailleurs? Alors, on a la reprise d'entraînement. Pardon? C'est des vacances là, du coup, c'est compté comment? Ouais, alors si vous voulez, dès que le championnat a été clôturé, on a été mis en repos. Donc à partir du, c'est ça, c'était à partir début mai, mi-mai. Et là, on reprend petit à petit une préparation physique pour reprendre les entraînements le 22 juin. Donc ça nous laissera un peu plus de 2 mois de préparation, ce qui sera pas mal pour le championnat. Ouais. Bon, on va passer sur la partie TFC quand même. Pour rappel, tu es formé au club, tu es arrivé à l'âge de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Ouais. Tu as joué jusqu'en 2012 en pro, jusqu'à porter le brassard de capitaine, 227 matchs au club. Voilà. Est-ce que tu suis encore le TF? Est-ce que ça t'arrive de revenir un petit peu au stadium? Enfin, tu le suis forcément, parce que ça a fait partie de tes adversaires ces dernières années quand même. C'est ça. Quelle relation tu as encore avec le TFC? Oui, alors je reviens à Toulouse, étant natif de Toulouse, j'ai toute ma famille qui est là-bas. Donc je reviens régulièrement à Toulouse. Je les suis bien évidemment parce que c'est un club dans lequel j'ai passé de nombreuses années et puis j'ai gardé d'excellents souvenirs. Et bon, ça m'a fait mal au cœur de voir comment cette saison se passait. D'autant plus que j'ai encore des connaissances là-bas, pas forcément dans l'équipe première, mais dans le staff désormais, vu que ça fait 8 ans que j'ai quitté le club. Je pense notamment à Panchi Seriex qui a intégré la cellule, le staff technique, Issoudao également avec qui j'ai joué. Donc ça me fait un petit peu mal au cœur de voir la tournure des événements. Et comme le disait Jeannot, j'espère que tout se passera bien pour Toulouse et qu'ils remonteront rapidement dans la vie. Comment tu l'as vécu, toi, justement, cette période? Parce que c'est presque un petit peu après ton départ, quoi, qu'il y a eu pas mal de défis, difficultés, et toi, en les affrontant aussi, en les affrontant 2 fois dans la saison, etc. Quel regard tu portes, toi, sur l'évolution et la descente du TFC qui a été progressive? Ça s'est fait petit à petit. C'est vrai que quand j'ai quitté le club en 2012, bon, l'année d'après, il y avait encore une très belle équipe avec une équipe, des joueurs très compétitifs. Mais c'est petit à petit que des joueurs très importants sont partis. Je pense à Moussa Sissoko, Etienne Capou. Donc ça a fait un petit peu mal. Des joueurs qui ont été formés au club et qui représentaient un petit peu la ville. Et petit à petit, le club a dégringolé. Ça faisait quelques années qu'il flirtait un petit peu avec cette zone de relégation. On se souvient tous de cette saison où il se sort à la dernière journée un scénario miracle qui fait rêver. Et on aurait espéré que cette saison, il y ait la même remontada, mais ça s'est arrêté avant, malheureusement. Mais ouais, donc j'ai été surpris parce que la gestion du club, quand moi j'y étais, elle était plutôt bonne. On sortait sur 2 sessions de Coupe d'Europe avec des performances en championnat qui étaient plutôt bonnes. On avait fait des demi-finales de Coupe en plus de ça. Donc, et puis que d'un coup, comme ça, le club se casse un petit peu les dents, c'est dommage, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Je pense qu'il y a eu tout un enchaînement de choses qui a fait qu'aujourd'hui, il se retrouve en 2e division. Moi, je ne sais pas si c'est encore officiel, parce qu'il y a des recours qui sont lancés, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont dommages pour Toulouse. Tu as été formé à Toulouse, donc tu es de 1985, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait qui d'autre de cette génération-là? Il y a Momo Fofana, Benjamin Somme, qu'on a reçu dans cette émission et que tu vois encore, je crois, de temps en temps, parce qu'il est de Montpellier. Exactement. Oui, en plus de ma génération, il y en a pas mal qui ont été pros. On a eu une belle génération. Il y a Benjamin Somme, du coup, que vous avez vu dans l'émission, Mohamed Fofana également, qui a fait de belles années aussi à Toulouse. Jean-Louis Akpa, qui a signé pro à Toulouse. Il y avait un gardien, Benoît Benvenu, qui n'a pas fait beaucoup d'apparitions au club, qui est après parti jouer en Ligue 2 et en National. Et puis, il y a un joueur qui n'a pas signé pro à Toulouse, mais qui fait une belle carrière, c'est Vincent Bessat, qui aujourd'hui est en Chypre.
mais qui a joué en Ligue 1 et qui a joué contre Toulouse à de nombreuses reprises. Qui avait été on avait vraiment plusieurs fois, il a failli signer ce message par extraordinaire. Ah, il bug. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Et c'est vrai que ça aurait été un. Moi, je trouvais que c'était un joueur techniquement déjà très performant sur ce couloir à gauche qui était vraiment un très gros volume de jeu. On a Daniel, tu bugs un tout petit peu. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu as quelques petites saturations. Alors, je vais peut-être changer de place. Parce que c'est peut-être ça qui me. On se rapproche de la boxe. Oui, alors, ne quittez pas. Je me déplace un petit peu dans la maison. On se rapproche de la boxe. Voilà, exactement. JB connaît les problèmes de boxe de toute manière. Vous m'entendez mieux là? Ouais. Voilà, c'est pas mal. Justement, au début, tu as commencé au TFC en 2004 et puis au début de ta carrière, tu as quand même eu quelques pimpins physiques qui t'ont gêné. Et alors, la suite de ta carrière, la période, c'est jusqu'à 2008-2009. Et ensuite, il y a presque, je dis bien presque, plus rien eu. Est-ce qu'il y a eu un changement? Quel a été le changement? Est-ce que c'est toi ou est-ce que ça venait d'autre chose? Alors, totalement, il y a eu un changement. Le premier, déjà, c'est le kiné qui était à l'époque en place au TFC. C'était Benoît Hénard qui m'a conseillé beaucoup de choses pour les problèmes que j'avais. Et je n'ai pas peur de le dire, c'est un peu grâce à lui que j'ai un peu su me relever de toutes ces épreuves. Voilà, et on a changé pas mal de choses sur mon corps et notamment dans les préparations physiques d'avant-saison et pendant la saison. Donc c'est pour ça que grâce à ça, j'ai pu revenir plus fort et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais c'est vrai que ça n'a pas été marrant parce que pendant 2 ans, j'ai enchaîné 6 opérations et ça a un peu freiné ma progression. C'était vraiment très compliqué, hein, mais j'avais le soutien de ma famille, de mes amis et j'ai su quand même rebondir. Une question que beaucoup se posent, après, tu l'as déjà évoqué, mais donc pourquoi tu es parti en 2012? Tu venais d'être capitaine du club, on se pose cette question-là. C'est pour la Ligue des Champions à Montpellier? Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Bien évidemment que la Ligue des Champions y a joué, d'autant plus que l'année où on termine 3e avec Toulouse, on fait le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et moi, j'étais blessé et je n'ai pas pu le faire, ce match-là. Donc, ça a été un gros regret. Et donc, du coup, le fait de pouvoir faire cette Ligue des Champions avec Montpellier, forcément, ça a été un atout. Alors, en plus de ça, Montpellier venait d'être champion de France. Donc, c'était quand même pas mal. Et deuxième point, ça faisait 8 ans que j'étais à Toulouse. Et j'avais un peu pas fait le tour, mais j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et puis Montpellier m'offrait ça. J'avais connu René Girard avec l'équipe de France Espoir. Et donc, c'est lui qui m'a appelé pour venir à Montpellier. Du coup, c'est un challenge que j'ai osé relever. C'était pas gagné d'avance parce que l'équipe était championne de France avec la meilleure défense du championnat, qui était déjà en plus bien en place. Donc, j'ai su faire ma place petit à petit. Ça n'a pas été facile, j'ai dû bosser. Et puis aujourd'hui, tout se passe bien. Après, ce qu'il faut aussi rappeler, juste une petite chose pour rebondir sur ce que tu dis, Daniel, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et Montpellier avait fait une très belle offre pour pouvoir t'acheter. Je crois que c'était dans les ordres de 5 millions d'euros à peu près. Et à l'époque, pour le TFC, c'était pour un défenseur formé en plus au club. C'était, je ne vais pas dire inouï, mais c'était pour Montpellier, c'était quand même un gros chèque, même s'ils étaient champions de France. Et pour Toulouse, c'était aussi une belle opportunité de dire on a formé un joueur qui a joué beaucoup chez nous, qui a besoin d'une nouvelle étape. Et c'est pour ça aussi qu'Olivier Sadran a forcément accepté ton départ aussi. Ouais, et puis bon, honnêtement, je me voyais pas quitter le club. J'avais l'objectif de faire toute ma carrière à Toulouse. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de confiance et d'attente autour de moi. Alain Casanova m'a nommé capitaine et j'ai passé de très très bons moments. Et il me fallait un nouvel objectif et de nouvelles ambitions. Et c'est pour ça que je suis parti. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interrogations parce que ça n'a pas été facile comme décision.
Juste avant de continuer, donc vous l'avez vu, il y a Yves qui est parti, il a des problèmes et un orage. Bon, on en a un en moins. Daniel, tu as 35 ans, il y a un exemple à côté de toi qui a 42 ans qui joue encore. C'est l'objectif de jouer aussi vieux que Vittorino Hilton? Aussi vieux, je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est l'objectif. Ouais, forcément, moi, physiquement, je me sens encore bien. Tant que le plaisir est là et que l'envie est là, je ne me vois pas arrêter. Maintenant, bon, ça ne dépend pas que de moi, bien évidemment, mais l'envie est là. Ça, c'est sûr. Je suis toujours passionné. Je suis comme un gamin quand j'arrive à l'entraînement. C'est ma passion. Hein, et une passion, quand vous l'avez, c'est à vie. Donc, je n'ai pas envie d'arrêter de suite. Et tant que je pourrai le faire, je continuerai. Est-ce que dans ta carrière, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, tu as quelques regrets? Tu l'as dit, Liverpool, juste que tu n'as pas fait à cause d'une blessure. Ouais, mais ça, c'est pas un regret parce que j'ai pas eu le choix. Je m'étais fait opérer de l'épaule en fin de saison pour être opérationnel rapidement pendant la saison. C'était sous Elibop à ce moment-là. Et puis, je savais que dans tous les cas, j'allais rater ce tour préliminaire. Et oui, ça a été un regret parce que c'est Liverpool. c'est un très grand Europe. Mais j'ai pas eu le choix, quoi. Donc, des regrets, pas forcément, parce que j'ai toujours assumé mes choix. Donc, mais ouais, des regrets sportifs, bien évidemment, c'est de ne pas avoir fait une finale de Coupe de France. On y est passé pas loin avec Toulouse, Coupe de France et Coupe de la Ligue. Ça, c'est sûr que ça a été un regret. La demi-finale contre Guingamp, Daniel, on vous en veut. On en a parlé avec Montpellier et Mauro Ceto. Ah là 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 là. Incroyable. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein, parce qu'en plus de ça, on joue à domicile face à Guingamp, qui était une équipe de Ligue 2 à ce moment-là. Franchement, je vous avoue, hein, on s'est vraiment senti très mal à la fin du match. Hein. Je ne sais pas, peut-être qu'on s'y voyait déjà, mais on n'a pas fait le match qu'il fallait. Et eux ont réellement fait le match qu'il faut, d'autant plus que c'est une équipe de coupe, hein, Guingamp, donc ils savent jouer ce genre de performance. Bon, juste deux secondes, Mehdi. Momo Fofana ou Mauro, je ne sais plus qui c'est qui le dit la semaine dernière, qu'ils avaient été surpris par la qualité technique et tactique de Guingamp lors de cette demi-finale. Tu as eu ce ressenti, toi, lors de ce match? Ouais, complètement. Et je pense qu'on les a aidés aussi, parce que nous, on n'a pas eu le répondant nécessaire. Mais c'est vrai qu'on avait été surpris par l'engagement déjà physique, et puis techniquement, c'était digne d'une équipe de Ligue 1, quoi. Donc, mais on devait s'attendre à ça, et on n'a pas su le faire, malheureusement. C'est vrai que c'est un gros regret, parce que d'avoir pu emmener tout Toulouse au Stade de France, ça aurait été magique. C'est con parce que sur cette saison-là, on passe au travers d'un match. Franchement, on passe au travers d'un match. C'est celui-ci. Ouais, c'est ça, parce qu'on termine quoi? On termine 4e, je crois. C'est ça, cette année-là. Hein. Qui marque 24 ou 25 buts. Ouais, c'est ça, cette année-là. Meilleure défense du championnat. Enfin, un truc énorme, énormissime. C'est vrai que… Vincent, je crois qu'il y a une petite question. Ouais. Et oui, donc les internautes sont invités à réagir sur Facebook. Il y a une question sur ta carrière, Daniel. Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir été sélectionné à une équipe de France à un moment où tu étais assez proche, époque Domenech, par exemple? Après, vous savez, il y a un tel vivier dans le championnat de France que ce serait difficile de dire que c'est un regret. C'est vrai que j'ai été présélectionné à quelques reprises à cette période. Mais voilà, après, il y a des choix qui ont été faits et les joueurs qui ont été pris, il y avait un réel niveau. Hein. Et je pense que ce qui me manquait, c'était de ne pas jouer les Coupes d'Europe ou de ne pas jouer plus régulièrement les Coupes d'Europe. Mais voilà, c'est pas un regret. C'est pas un regret parce que j'estime que j'ai quand même fait une belle carrière. Et de ne pas avoir été sélectionné en équipe de France, c'est pas une tare en soi. Vous savez, il y a tellement de très bons joueurs qu'il faut savoir faire la fine bouche. JB. Daniel, bon, tu as connu les deux clubs, même si ça fait maintenant longtemps que tu es plus au TFC. D'un point de vue extérieur et d'un point de vue de Toulouse, on a l'impression que Montpellier, alors bon, je ne te parle pas forcément du Montpellier de champion de France, mais même du Montpellier de cette saison, c'est un club qui roule. C'est un club qui marche, c'est un club où ça semble fluide, où ça semble travailler intelligemment.
avec pas le meilleur budget. Il n'y a pas d'investisseur, mais il y a un président qui est là, qui communique. J'ai l'impression que le recrutement est intelligent. Quand on voit Florent Mollet, on voit vous allez chercher un gardien, ça marche tout de suite. C'est quoi le secret pour toi de Montpellier dans l'organisation? Comment toi, en tant que joueur, tu le ressens? Et peut-être qu'est-ce qui, pour toi, pourrait manquer au TFC? Alors, j'ai l'impression de retrouver avec le Montpellier de ces dernières années, depuis que j'y suis, le Toulouse de quand j'y étais. Ouais. C'est-à-dire que c'est un club familial où il y a le bon vivre, où on travaille tous ensemble et où il y a une très bonne ambiance entre joueurs et puis entre staff également. C'est ce qui règne à Montpellier. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de ratés. Forcément, il y a des saisons où on peut passer à côté, mais depuis quelques années, notamment avec l'arrivée de Michel Derzakarian, qui là aussi est un ancien du club, c'est important de prendre des personnes qui connaissent le club, qui connaissent l'institution, qui représentent l'institution. Et c'est un petit peu la marque de fabrique du club. Ça peut lui être reproché de temps en temps, mais moi, je pense que c'est un côté positif. Donc cette façon de fonctionner fait que tout le monde se connaît, l'ambiance est bonne. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même une pression sur le travail. Mais en tout cas, l'ambiance qui règne est vraiment très bonne. Et comme je dis, ça me rappelle vraiment l'époque de Toulouse quand j'y étais. Nathan, tu avais une question aussi. Ouais, c'est un peu dans la même lignée que de ce qu'a dit JB. À Montpellier, du coup, vous êtes doté quand même d'un super centre d'entraînement à Gramont. Et est-ce que c'est représentatif du fossé qu'il y a aujourd'hui entre Montpellier et Toulouse? Est-ce que Montpellier, c'est plus structuré comme un club pro, entre guillemets? En sachant, Daniel, que depuis ton départ à Toulouse, ça n'a pas bougé. Ouais, je sais, je passe de temps en temps sur le pont et je ne vois pas de travaux sur les installations. Ouais, alors c'est vrai que depuis que Montpellier a été champion de France, ils ont créé un centre d'entraînement vraiment extraordinaire. Les qualités de travail sont vraiment très bonnes. Et à l'époque, c'est vrai qu'avant ce titre de champion de France, les installations étaient banales quoi, à Montpellier. Et suite au titre de champion de France, ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Et à Toulouse, le centre qu'on avait était quand même déjà à l'époque mieux que celui de Montpellier quand je suis arrivé. Mais il faut vivre avec son temps, je pense. Et c'est tellement important aujourd'hui d'avoir un centre d'entraînement performant pour que le joueur puisse travailler dans de bonnes conditions et récupérer dans de bonnes conditions, parce qu'il y a le travail, mais aussi la récupération. Et aujourd'hui, Montpellier nous offre tout ça. Donc, il y a le travail sur le terrain, mais il y a le travail en dehors du terrain et puis le travail invisible qui est super important. On va revenir au TFC, au souvenir. C'est quoi ton plus beau souvenir à Toulouse? Il y en a, franchement, il y en a beaucoup. Déjà, on va les prendre dans l'ordre. Mon premier match, ce qui est incroyable, c'est que je le fais en même temps qu'un de mes potes, Benjamin. On rentre à un quart d'heure d'intervalle tous les deux. C'était extraordinaire, quoi. Après tous les matchs que je faisais avec Mohamed Fofana, parce qu'on a été formés ensemble, le fait de jouer avec lui, ça a été énorme. Toutes ces victoires avec la communion avec le public, le fait d'avoir été nommé capitaine, toutes ces saisons où on a terminé 4e, on a terminé 3e. Mais c'est vrai que ce final contre Bordeaux, l'année, c'est en 2007, 2006-2007, où on termine 3e, c'est assez incroyable parce que 2 matchs avant, on va jouer à Nantes et on gagne sur tapis vert alors qu'il y a des 0-0, on faisait un match dégueulasse. Oui. C'était incroyable. Attends, parce qu'il y a des supporters sur Twitter qui ont dit ouais, l'avocat du TFC pour le recours ne se souvient pas du Nantes TFC parce qu'à l'époque, le match n'était pas allé jusqu'au bout, mais ils avaient réclamé la victoire. Enfin, il y a les supporters un peu… ça chauffe un peu sur les réseaux sociaux avec ce 0-0. C'était franchement une petite arnaque quand même. Ouais, je suis le premier à le dire. Je l'avoue. Mais derrière, malgré ça, on est quand même, je crois, on est 5e ou 6e avant le coup d'envoi de la dernière journée. Et puis incroyable, on arrive à terminer 3e dans un scénario vraiment incroyable.
Emmanuel, tu avais une question aussi. Ouais, à Toulouse, on parle souvent beaucoup du public et justement du fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, que le stade soit vide. À Montpellier, vous avez été champion il n'y a pas si longtemps et on n'a pas vu vraiment que le public soit venu en masse après ça. Est-ce que tu crois que c'est pas aussi un peu lié à une sorte de… Est-ce que c'est pas un problème lié au sud où le public est plus volatile ou… Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette différence-là? Ouais. Après, Montpellier et Toulouse sont deux villes où il y a beaucoup de sports qui cohabitent. Donc, c'est difficile de cohabiter quand il y a des sports de haut niveau comme ça. Il y a le rugby, il y a le foot. À Montpellier, il y a le handball. Il peut y avoir le basket également. À Toulouse, il y a le hand aussi. Donc, c'est vraiment très compliqué de cohabiter. On ne peut pas réunir tout le monde. C'est pas possible. Et puis, à Montpellier, c'est la même chose. Hein. Il y a du monde. Le stade est plein les gros matchs. Après, on tourne aux alentours de entre 10 et 15 000 spectateurs. Bon, voilà, après, tant que le nombre de spectateurs, ce n'est pas le plus important, c'est l'ambiance qui est émise. Nous, on a la butte Payet qui met une grosse ambiance, qui répond toujours présent. À Toulouse, pareil, il y a les Indians qui sont toujours là. Donc c'est vrai qu'il y a une petite corrélation entre les deux clubs, mais ça ne fait pas tout. Même Montpellier, quand ils ont été champions, l'année qui a suivi, ça a fait le plein en Ligue des Champions, mais ça a eu du mal à faire le plein tout le long de la saison aussi. Donc même si forcément, après, plus la saison est bonne, plus ça amène du monde au stade. Mais je ne pense pas qu'on arrivera, que ce soit Toulouse-Montpellier, à avoir des stades pleins tout le long de l'année. J'ai une autre question pour toi qui a maintenant 16 ans en tant que footballeur pro. On dit souvent que le milieu a beaucoup changé, que dans le vestiaire, ça ne se passe plus comme avant, que c'est peut-être un peu plus individualiste. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que vraiment tu l'as ressenti ou est-ce que c'est un peu impensif? Non, ouais, ça a complètement changé, ça c'est sûr. Mais il y a tout qui a changé et la société a changé aussi. Et pour moi, le football, c'est le reflet de la société. Donc je ne le prends pas du côté négatif, si tu veux. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans le groupe pro, avec tous les autres joueurs, tous mes collègues, on arrivait un peu sur la pointe des pieds, un peu timide, en respectant vraiment les aînés. Aujourd'hui, je ne dis pas que les jeunes ne respectent pas, mais ils sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus à l'aise rapidement. Aujourd'hui, quand on leur demande de chanter devant tout le groupe, c'est plus un problème. À l'époque, on avait la pression pour chanter, c'était incroyable. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus… je pense qu'ils sont mieux préparés au haut niveau. Donc, c'est pas plus mal. Du coup, ils sont prêts plus rapidement pour intégrer le monde professionnel. Donc, oui, ça a changé, mais pas forcément mal. Après, il faut… Tant qu'il y a un entraîneur qui fait respecter les choses, les anciens ont aussi notre rôle à jouer. Mais généralement, ça se passe… Nous, en tout cas, à Montpellier, ça se passe toujours bien. Daniel, je vais te laisser un choix. Alors, j'ai une question facile qui va t'évoquer des bons souvenirs et j'en ai une, je ne sais pas si ça sera plus compliqué ou pas, mais voilà, qui est un petit peu différente. Je te laisse le choix. La facile ou l'autre? Je commence par l'autre. Alors, l'autre, on sait que tu es à Montpellier et sous contrat jusqu'en 2021. Oui. Mais un petit retour à la maison un jour, ça pourrait se faire ou pas, ou tu n'y penses même pas? Pas de langue de bois, Daniel Congré. On vous surveille, attention. Alors franchement, honnêtement, j'y ai pas forcément réfléchi. Parce que maintenant que je suis… et je vais vous dire la vérité. Hein, j'y ai pas forcément réfléchi. Et puis, honnêtement, je suis pas sûr que ça se fasse. Pour une raison, déjà, j'ai 35 ans. L'an prochain, j'aurai 36 ans. Donc déjà, je pense pas que Toulouse voudra investir sur quelqu'un de 36 ans. Première chose. Deuxième chose, j'ai déjà eu des touches avec Toulouse depuis que je suis à Montpellier. Sauf que je ne sais pas pourquoi c'est jamais allé au bout. Avec Alain Casanova, Pascal Duprat? C'était avec Pascal Duprat, pour tout vous dire. Et sauf que je n'ai pas eu de nouvelles du tout. Et puis, j'étais bien à Montpellier, donc la question ne s'est plus posée à ce moment-là. Donc voilà, mais il n'y a eu qu'une seule prise de contact. C'était donc il y a 3-4 ans. C'était après la remontada, c'est ça, l'été 2016? Exactement.
Et depuis, plus rien. Et étant donné que tout se passe bien à Montpellier, c'est pas quelque chose qui me traverse l'esprit. Voilà. Oui, donc c'est plus parce que tu penses que ça va pas se faire. C'est pas vraiment une volonté, quoi. Ben, honnêtement, si Montpellier me dit dans un an, parce que moi, si j'ai la volonté de continuer et que Montpellier dans un an me dit, bon, ben, nous, on n'a plus envie de tes services, ben, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Hein. Donc, tout peut être envisageable. Mais comme je vous dis, moi, j'ai envie d'être performant le plus longtemps possible. Et tant que ça se passe bien à Montpellier, je ne vois pas pourquoi je changerais d'horizon. Alors, je passe à la facile. Après, ça peut aussi te mettre dans l'embarras avec certains. Ouais. Le meilleur joueur avec qui tu as joué à Toulouse, c'est qui? Pour moi, c'est Stéphane Delmat. Ma première saison. Après, c'est peut-être parce que c'était ma première saison, je ne sais pas, mais franchement, il m'a mis de la poudre dans les yeux. C'était incroyable. Une qualité technique, physique, athlétique, tout. Le mec avait tout. Malheureusement, il n'y a pas eu de carrière qu'il devait avoir. Je pense que c'était plus un problème dans la tête. Mais ce mec-là a quand même joué dans les meilleurs clubs français et puis à l'Inter. Malgré tout, il a quand même eu une belle carrière. Il ressort souvent, en tout cas. Ouais, c'était vraiment. Les anciens nous en Pas le parlent. premier à nous citer. Je crois que c'était Nabil Taider qui nous en avait parlé, je crois. Ouais, je me demande si Momo Benson ne aussi, vous a pas dit ça aussi, parce que Momo, il a toujours été choqué par Dalmat. Après, en plus récent, Etienne Capou, qui franchement, niveau technique. Le truc en plus d'Etienne, c'est que en fait, il pouvait élever son niveau quand il voulait. C'est-à-dire qu'on aurait pu lui demander toujours d'en faire plus, ben, il l'aurait fait, en fait. C'est un joueur incroyable. Et je pense que le fait d'avoir rejoint la première ligue, ça l'a un peu aidé, ça l'a fait mûrir. Mais franchement, à niveau, il avait tout. Il avait tout à son poste. On peut rarement faire mieux. C'était vraiment costaud. Il y a Achille Emana aussi, quand je suis arrivé, qui était solide. Et puis Moussa Sissoko aussi, qui, de par sa qualité athlétique, nous a vraiment tous impressionnés, quoi. Juste terminer, moi j'en ai une petite, c'est vrai que je l'avais notée et j'ai oublié de la demander. Pourquoi tu n'as plus de dread? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans le congrès, c'était des dreads, quoi. C'est ça. Et tout le monde m'a posé la question quand, franchement, bon, j'en avais marre parce que franchement, c'est du boulot. C'est chiant. Ah ouais, c'est dur. Hein. Toutes les 2 semaines, les enlever, les refaire. Bon, franchement, c'était du boulot. Ça prend du temps quand même de les faire. Et là, un petit dégradé, tranquille, franchement, c'est rapide, je ne me prends pas la tête. Et non, mais franchement, je commençais à en avoir marre, ça fait 10 ans que je les avais, et ça commençait à m'abîmer les cheveux en plus, donc franchement. Certains sont peut-être pas reconnus. JB, à toi. Non, allez, ouais, dernière question, Daniel. Tu évolues à Montpellier avec un super attaquant qui s'appelle Andy Delors. Pourquoi, selon toi, ou peut-être qu'il te l'a dit d'ailleurs, il n'a pas réussi au TFC? Parce que je pense que notre attaquant à 5-6 millions d'euros, capable de claquer 15 buts en une saison, c'est Andy Delors. Oui, alors Andy, c'est un sacré attaquant. Alors je pense que comme tout attaquant, ils ont besoin de confiance, que ce soit envers les coéquipiers et l'entraîneur et le staff. Alors peut-être qu'il n'a pas eu cette confiance, qu'on ne lui a pas accordé cette confiance à l'époque, mais aujourd'hui il est en pleine confiance et ça se voit, il s'éclate sur le terrain. Je ne sais pas ce qui se passait à Toulouse, on n'a pas évoqué ce sujet avec lui, mais aujourd'hui nous il fait notre bonheur et je peux dire que c'est un très gros bosseur. Il bosse énormément, que ce soit à l'entraînement ou même en dehors. Et puis, on voit qu'il sait ce qu'il veut. Et s'il continue comme ça, il peut aller loin encore. Vincent, une petite dernière question là, des gens qui nous suivent. Oui, c'est une question qui vient de revenir plusieurs fois sur les réseaux, sur ta fin de carrière. Est-ce que tu penses à un retour à ton club du début de Kent-Foncegrive? Alors, j'y ai fait des passages de temps en temps pour revoir un petit peu tout le monde. Ça fait quelques années que je n'y suis pas retourné.
Mais déjà, quand je jouais à Toulouse, j'y allais de temps en temps. Et étant donné que maintenant je suis à Montpellier, je ne sais même pas ce que je vais faire après ma carrière. Donc, mais ça, c'est sûr qu'il y aura des passages encore et encore à Fonceville pour revoir tout le monde, parce que c'est le club de mes débuts. J'ai eu mon père comme premier entraîneur là-bas. Donc, j'y ai de très, très bons souvenirs, hein, franchement. Donc, ouais, il y aura des passages. Y revenir, oui, y repasser pour faire un coucou, ça, c'est évident. Ouais, il a fini, vas-y Manu, Vincent il a fini, il s'est mis en muet, et c'est bon. Pour revenir à ton époque toulousaine, toi qui as connu quand même Casa pendant 4 ans, je crois, ça correspond à des périodes où on a beaucoup fini dans le ventre mou. Qu'est-ce qu'on vous disait au début de la saison? C'était quoi l'objectif affiché du club? C'était un maintien tranquille, ou est-ce qu'on vous disait on peut viser l'Europe si ça se passe bien? Comment ça se passait au début de la saison surtout? On ne se fixait pas de limites. On savait qu'on avait du potentiel, qu'on pouvait faire quelque chose de beau. Après, quand tu dis que c'est des saisons où on termine dans le ventre mou, je crois qu'on fait une fois 4e. Derrière, il y a la Coupe d'Europe. Et quand on joue la Coupe d'Europe, je pense qu'on n'était pas prêt à jouer la Coupe d'Europe parce qu'on n'avait peut-être pas un effectif assez large, assez costaud pour y faire face. C'est pour ça que ça s'est moins bien passé. Après, je ne sais pas ce que c'était les autres classements, mais je crois que l'année où on termine, l'année 2012 où je pars, je crois qu'on termine 7 ou 8e. Ouais, c'est ça, au pied de l'Europe. Mais c'était pas. Ouais, on n'était pas loin. Après, franchement, moi, Alain Casanova, pour moi, ça a été. Avec moi, personnellement, ça s'est super bien passé. Je lui ai rendu comment dire, je lui ai rendu un peu la monnaie de sa pièce, c'est-à-dire qu'il me faisait confiance et moi, je lui ai rendu cette confiance. J'essayais d'être le plus performant possible sur le terrain et puis j'ai beaucoup apprécié qu'il me mette capitaine cette dernière année. Mais pour moi, ça a été de très bons souvenirs avec lui et puis un coach qui donnait beaucoup pour le football, qui bossait beaucoup et qui faisait tout pour que l'équipe soit la plus compétitive possible. Daniel, moi j'ai une dernière petite question avant qu'on termine. C'est la question que je pose généralement à tous les invités. Quel coach t'a le plus marqué dans ta carrière et pas forcément que professionnel, dans toute ta carrière footballistique depuis que tu es dans un ballon, quoi? Tu penses que c'était plusieurs? C'est compliqué, hein, parce que j'en ai eu. Franchement, j'en ai eu. Mais 1 ou 2 ou 3 peut-être qui t'ont marqué ou qui t'ont vraiment marqué. Alors, il y a Eli Bob, qui par son aura déjà, ça a été extraordinaire. C'est l'un des entraîneurs qui m'a le plus marqué. Il y a Casa aussi, du coup. Et à Montpellier, René Girard, forcément, que j'avais connu avec l'équipe de France Espoir. Roland Courbis, qui franchement, avec ses causeries, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Mais du coup, c'est une capacité de motivation extraordinaire. Parce qu'on a l'impression que c'était une pièce de théâtre quand il te fait une causerie. Et franchement, limite, on était à 2 doigts de rigoler. Mais c'était une capacité de motivation extraordinaire. Et puis aujourd'hui, Père Zakarian, qui est un ancien du club, qui forcément connaît très bien son groupe et qui fonctionne super bien, quoi. D'ailleurs, la question piège, est-ce que Michel Zakarian, il est aussi froid qu'il le prétend? Attention, si tu vas être titulaire l'année prochaine. Alors, non, franchement, ouais, il est un peu. Ah. J'avoue, je n'ai pas peur de le dire. Il est un peu froid, mais il est froid surtout face aux médias et face aux personnes qu'il ne connaît pas. Après, avec son groupe et avec les gens qu'il connaît, c'est une personne normale, quoi. Donc, je pense que c'est, vous savez, l'image qu'on reflète à la télé et puis en dehors, c'est pas souvent la même. Et ça, je pense que vous le savez. Donc, faut un peu se méfier, mais il peut paraître, j'avoue qu'il peut paraître un peu froid par moment. Ça, c'est une évidence. Bon, Daniel, on va clôturer sur cette petite phrase. En tout cas, on va te remercier d'être venu. Ça fait très, très plaisir de t'avoir eu dans cette émission. Merci à vous pour l'invite. Ça fait toujours plaisir de revoir des têtes anciennes. C'est cool.
Merci Daniel, parce qu'il était en famille et il s'est décarcassé pour venir dans l'émission, donc c'est très touchant et c'était super sympa. Ouais, la journée se termine bien, donc c'est parfait. Est-ce que tu as un petit mot pour les supporters avant de nous quitter, Daniel, pour tous les gens qui nous regardent Ils ont été nombreux aujourd'hui, hein. Ils ont été très nombreux. Ben, écoutez, je sais que ces temps-ci, c'est pas forcément facile avec tout ce qui se passe, la relégation, la vente du club. Alors, je sais pas trop où ça en est. J'avoue que j'ai un peu coupé ces derniers temps. Mais voilà, vous faites la force du TFC et je sais que vous lâcherez pas le club quoi qu'il en soit. Donc, continuez à les soutenir et si l'an prochain ils évoluent en Ligue 2, faites tout votre possible pour qu'ils remontent en Ligue 1 rapidement et qu'on puisse à nouveau se revoir. En tout cas, merci beaucoup, Daniel. Tu peux repartir avec ta famille. Du coup, on te libère. Ouais, c'est gentil. Merci à vous, en tout cas, pour l'invitation. Et tu reviens quand tu veux, bien entendu, si tu veux parler avec nous. Quand vous voulez, il n'y a aucun souci. À bientôt, Daniel. Ouais, à bientôt. Merci d'être venu. Tout le monde. Ciao. Nous, on va. On a eu des invités de qualité aujourd'hui, quand même. Hein. Ouais, totalement. Très, très, très intéressant là, sur les deux. Nous, on va rester encore 2 minutes pour le temps additionnel, j'ai envie de dire, pour revenir sur 2-3 infos. Du coup, Camille, j'avais pas vu la photo que met JB le jour où Dan Congrès vient. C'est une photo où il est en train de prendre un gros vent par Michel Bastos, quand même. C'est pas cool. Ouais. Ouais, mais c'est parce qu'il a le brassard, je pense, non? C'est peut-être pour ça. Regarde, il a le brassard. Ah, tu vois toujours le négatif. T'es un haters, Midi. Non, c'est un Lyonnais, c'est pas pareil. Vous l'avez pas mis dans votre 11 de légende, vous. Oh là là, comme il fait le kéké. Du coup, pour les dernières petites infos, messieurs, on voulait reparler rapidement de la rencontre qu'il y avait eu avec le maire, c'est ça? Entre Redbird et la mairie. Alors, pour tout vous dire, j'étais dans le centre-ville, je vous jure, hein, avant l'émission, j'étais dans le centre-ville de Toulouse. Écoutez-moi bien, qui se balade tout seul? C'était avant la rue Alsace-Lorraine. Et on devait faire une interview sur le site leluet.com, mais bon, il m'a dit qu'il avait beaucoup de mails, donc c'était un peu compliqué par rapport à cette rencontre. En tout cas, il s'est exprimé sur France Bleu et il disait que ça s'était plutôt bien passé et ça confirme quand même la volonté, en tout cas le message délivré par Redbird, qu'ils ne viennent pas là pour 2 ou 3 ans pour revendre le club assez rapidement, mais ils investissent sur du moyen terme. Donc, en tout cas, je pense quand il y aura la fameuse conférence de presse avec Comolli et Gary Cardinal, etc. Je pense que le mot de Redbird, ce sera on ne vient pas là pour 2 ou 3 ans, on vient là évidemment pour à un moment donné faire de l'argent, c'est normal, c'est un fonds d'investissement et ils sont là pour gagner de l'argent. Il y aura forcément à un moment donné du trading, mais on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait une grande page. En tout cas, Redbird, je ne sais pas s'ils resteront autant que Sadran, mais leur volonté, ce n'est pas de partir au bout de 2 ou 3 ans. Et après, j'aimerais bien qu'on fasse un petit pronostic entre nous 6. Est-ce que lors de la prochaine mission samedi prochain, le nouvel entraîneur sera nommé au TFC? Oui ou non? Camille? Ça va dépendre du ciel. Camille, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de je ne sais pas, c'est oui ou c'est. Est-ce que le nouvel entraîneur du TFC sera nommé d'ici samedi prochain? Oui. Vincent? Oui. Alain Casanova répondra mardi à la proposition du TFC. Si c'est Alain Casanova sera invité samedi prochain. Ça, c'est sûr. Nathan? Oui, à 16h45 samedi. Ce serait beau. Emmanuel? Moi, je dis non. Ouh, la grosse cote. Et Mehdi? Tu le sais pour nous demander ça ou quoi? Non. Mehdi, le petit filou. Non, je jure que non. Ok, bon, mais moi je dis non. Okay. Après, si c'est non, et les gars, si c'est non, ça reste inquiétant dans le sens où la semaine prochaine, on sera quand même pratiquement mi-juin. Tu n'auras pas toujours l'entraîneur de ton équipe, sachant que la saison redémarre 1 mois et demi après. J'espère honnêtement que ça sera oui, vraiment. Mais bon, après, ça va se faire. On n'est pas à 2 jours près, quoi. Bon, on verra bien. Rendez-vous la semaine prochaine. Balance des sondages, lui, comme ça, maintenant, dans l'émission, en nous prenant. Non, mais il faut qu'on y réfléchisse, JB. Normalement, on donne des arguments. On ne peut pas dire ça comme ça. Et on voit qu'il y a des rumeurs. Réginald Drey, il y a eu Blacard, il y
y a eu Patrice Garande, on voit que ça boue et qu'au minimum, il y a des contacts, c'est sûr, avec Garande et Ray. Donc forcément, c'est qu'à un moment donné, tout s'accélère et que le coach va déclencher le mercato en sachant que lundi, c'est l'ouverture officielle du mercato. C'est pour ça. Il Ah va falloir que le coach il arrive, ou un manager, ou un directeur sportif, que sais-je. Il va falloir que quelqu'un arrive rapidement. Mais une info en temps réel. Reprise de l'entraînement a priori le 22. Juin? Juillet? Ouais. Non, août. Juin. Non, juste sur l'entraîneur. L'entraîneur, on saura peut-être qui c'est, mais ça sera peut-être pas officiel aussi, parce qu'il faut que la vente soit officielle, qu'il y ait le nouveau propriétaire aussi, peut-être. Non. Bah non, l'entraîneur, il peut signer avec Olivier Savran et Jean-François Soucas. Ok. Non, je pense pas, non. C'est un peu, s'il y avait l'ancienne team, ça fait un peu bizarre quand même. Elle a combien la cote vente officielle plus de nomination d'entraîneur la semaine prochaine? Ah oui. En tout cas, les amis, si la reprise de l'entraînement est calée, j'ai l'impression que ça s'accélère. C'est le coach en général qui le décide. Bon. Allez, messieurs, on va clôturer sur ces bonnes nouvelles et sur ce petit pari. Vincent, je te propose de lancer le sondage sur les réseaux pour voir qui aura raison pour la semaine prochaine. Messieurs, on va remercier JB et Emmanuel. Mais Emmanuel, désolé de t'avoir pris en retard. C'est un peu ma faute. Je suis vraiment désolé. En tout cas, merci. Merci JB, merci Emmanuel. Merci Nathan, merci Mehdi. Nathan ne fait pas la même chose que Vincent. Hein. Ouais. Et merci Vincent. Donc JB est déjà parti. Bon, bah, ok. Ah, il revient, il va chercher l'écharpe. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, samedi 17h. Vous le savez, c'est pas le match de Canal, c'est la mission F2M Toulouse qui sera là. Oh là là. Oui, c'est le moment d'arrêter là. Premier transfert des collecteurs. Maillot porté, alors ça se voit pas, mais c'est le maillot porté par Stiviago. Il y a encore de l'herbe dessus. Porté en boîte ou sur un terrain? Oh, pardon. Oh, c'est cadeau, ça va. Il est tard, les enfants sont couchés, on peut se Ils ont permettre. tous dit que le plus gros fêtard et le plus gros chambreur, c'était qui? Thiago. Stiviago. Bon, celui-là. Non, c'est le transfert, oui. Ça, c'est le transfert. Ouais. Allez, messieurs, on se dit à la semaine prochaine, 17h, sur la page lesviolets.com avec la liste et la feuille de match. Alors, on embrasse Yves qui nous a quittés à cause d'un orage. On espère qu'il fera beau pour qu'il reste avec nous la semaine prochaine. Des invités encore à venir, bien entendu. On vous dit à très bientôt. Attendez, j'ai une info. Non. Ah, mais désolé, mais sinon je ne la donne pas. Non, mais je vous la donne pas. Vas-y. Donc, sur le gong. Ça se précise le 22 pour une semaine de tests médicaux. Voilà. Ah ouais. Allez, on peut finir. C'est pas vraiment. Des piqûres le 22. Et dans 5 minutes sur le site Les Violets. Hein. Allez, messieurs, à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Ciao.